Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, lorsque j'ai tourné la vidéo, j'ai fait une petite confusion d'usage entre le type de port, donc en l'occurrence RJ45, et le type de bus, à savoir Ethernet. Sur le bus Ethernet, on peut venir mettre différents types de protocoles, que ce soit un protocole CAN, que ce soit un protocole TCP/IP. Je tenais à faire la précision parce que ça peut rendre confus un petit peu la démonstration que j'ai faite, et j'ai fait un raccourci qui, techniquement, si on s'en réfère aux normes, n'est pas tout à fait exact. Donc je répète, RJ45, c'est un port, c'est des connecteurs, Ethernet, c'est un bus, et TCP/IP et CAN, ce sont des protocoles de transfert. Bonne vidéo! Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Alors aujourd'hui, je vais vous parler canton et câblage de canton. Donc je vais vous mettre quelques images en post-prod ici pendant que je vous parle pour illustrer ce que je vais dire. Un canton, en modélisme ferroviaire, c'est à peu près la même chose qu'un canton dans le chemin de fer réel. C'est une zone où on entre et on sort. Jusque-là, c'est aussi une zone où il ne peut y avoir qu'un seul train, sauf dans les cas très particuliers des manœuvres, mais je ne vais pas aborder ça ici. Quand on câble un canton pour faire de la MFAO, donc du modélisme ferroviaire assisté par ordinateur, on a plusieurs techniques possibles. La première, c'est de diviser le canton en 3 zones. Une zone où le train rentre dans le canton à la vitesse auquel il circulait dans le canton précédent. Une zone de ralentissement et un point d'arrêt qui se trouve plus ou moins à une certaine distance avant la fin physique du canton. Bon. Cette organisation-là, elle va donc nécessiter 3 contacts de rétrosignalisation. Un contact pour dire le train est bien arrivé dans sa zone de vitesse normale, un contact pour avertir qu'il rentre dans la zone où potentiellement il pourrait être amené à ralentir pour pouvoir s'arrêter dans la 3e zone où se trouve le signal d'arrêt. Ça, c'est un fonctionnement qui est tout à fait envisageable et qui est fait. Le seul inconvénient de ce système, c'est qu'il nécessite 3 contacts de rétrosignalisation pour un canton. L'autre solution, et qui est celle que moi j'ai choisie, et qui est la plus simple à mettre en œuvre, même s'il y a un inconvénient, et j'en reparlerai après, c'est de dire, non, on a notre canton, et on a un contact de rétrosignalisation sur la totalité du canton. Du coup, le logiciel de MFAO, train contrôleur, e-train, ce que vous voulez, il sait que le train vient de rentrer dans le canton, et à ce moment-là, il va consulter dans la configuration que vous avez faite sur le logiciel, quel va être le profil du canton. C'est-à-dire, on va utiliser non plus des marqueurs physiques, mais des marqueurs virtuels. En règle générale, on utilise 2 marqueurs. Un marqueur de ralentissement qu'on met à une certaine distance du début physique du canton. Donc, si par exemple vous avez un canton qui fait 4 mètres, et bien vous dites, voilà, mon train, quand il va rentrer dans le canton, il fait 1,60 m. Voilà. Composition classique, 5 voitures, une locomotive, 1,60 m. Bon, il rentre dans le canton, le signal de rétrosignalisation renvoie à l'ordinateur, et il est bien arrivé dans le canton, le train. Et donc, à ce moment-là, le logiciel dit, bon, mon marqueur de ralentissement, il est à 2 mètres à l'entrée du canton. Donc, le train va parcourir 2 mètres, et à ce moment-là, l'ordinateur va dire, bon, il a parcouru 2 mètres, je lui demande de ralentir parce qu'il y a un signal, une sémaphore ou un carré. Et donc, à ce moment-là, le train ralentit jusqu'au moment où il y a le marqueur d'arrêt, qui est généralement 10 cm
avant le signal. Bon. Donc là, on a donc, pour câbler le canton, deux fils. Le neutre et le fil de signal. Le problème de ça, c'est qu'il faut que l'ordinateur sache exactement comment se comporte la locomotive. Donc, quand on est sur des cantons qui sont munis que d'un seul signal de rétrosignalisation, il faut en parallèle avoir calibré la locomotive avec des courbes de vitesse que l'ordinateur va pouvoir interpréter. Donc pour ça, il va établir ce que l'on appelle une calibration d'engin moteur. Alors c'est un processus d'apprentissage, c'est-à-dire que le logiciel va apprendre en fait comment la locomotive accélère, comment elle décélère, à quelle tension elle démarre. Et avec une formule mathématique assez simple, il va savoir la courbe d'accélération de la locomotive, puisque ça, il l'aura configuré et il l'aura apprise. Et en fonction de cette courbe d'accélération, c'est-à-dire du cran de traction qui est envoyé à la locomotive, il sait exactement entre le moment où le détecteur de présence renvoie l'arrivée de la locomotive dans le canton, il sait exactement le temps nécessaire, en fonction de la courbe d'accélération de la locomotive et de décélération, à quel moment il va entamer le processus de décélération de la locomotive et le processus d'arrêt devant une sémaphore ou un carré. Et pour ça, effectivement, il faut faire ce que l'on appelle une calibration moteur. Voilà. Et donc, cette technique-là, elle est très économique en termes de câblage. Et sur un réseau comme Wilsonheim, on imagine très bien que ça monte très très rapidement. Et le corollaire de ça, c'est qu'effectivement, il faut que le logiciel apprenne comment fonctionne la locomotive et comment le moteur de la locomotive va réagir avec la FCEM, c'est-à-dire la force contre-électromotrice, c'est-à-dire en fait son frein moteur. Donc, globalement, son inertie et son frein moteur. Donc ça nécessite une calibration qui est un peu longue, qui se fait sur une voie rectiligne avec 3 sections de détection, et on règle la tension de seuil, etc. Il y a des tutoriaux qui le montrent sur Train Controller, sur la chaîne Jojo 84, je crois, un truc comme ça. Donc ça, c'est l'intérêt. Le problème de ça, c'est qu'effectivement, on n'a qu'un seul contact de rétrosignalisation. Donc si la rétrosignalisation fait n'importe quoi, à ce moment-là, ça devient problématique parce que les ordres que vont donner l'ordinateur pourront ne pas être reçus ou être contradictoires par rapport à l'emplacement réel de la locomotive sur le canton. Donc là où il y a un avantage économique, un seul connecteur par canton, il y a 2 inconvénients. Un qui est relativement gérable, c'est régler le profil de vitesse des locomotives. Ça a aussi un avantage, c'est que ça vous permet d'être sûr que votre locomotive, qui aurait par exemple une vitesse maximale à 120 km/h, elle ne roule pas à la vitesse d'un TGV. Bon, ça, c'est, en termes de réalisme, c'est quand même bien d'avoir des profils de vitesse qui soient réglés. Mais par contre, c'est vrai que l'inconvénient majeur, c'est que si vous avez un problème de perturbation sur vos bus de rétrosignalisation, comme ce que j'ai pu avoir, ça marche beaucoup moins bien. Bon, alors, pourquoi moi je suis très intéressé par la solution de Rocco, que je vous mets là, avec le détecteur 10808 de la topologie Z21. Il y a 2 raisons à ça. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente, et je vous remets le lien si vous ne l'avez pas vu, des tracas que causait Railcom. Railcom, c'est une réponse, c'est un protocole, alors j'avais été un peu méchant, etc., mais c'est un protocole qui a quand même un intérêt. C'est qu'il permet de pouvoir renvoyer des informations, en plus du contact de rétrosignalisation. C'est-à-dire que la locomotive qui rentre dans le canton, avec Railcom, et notamment Railcom+, le système sait quelle est la locomotive qui rentre dans le canton. Et il n'est pas
dans une émulation en se disant c'est peut-être cette locomotive-là parce que c'était la locomotive qui était dans le canton précédent, donc si il y a une détection, forcément c'est elle puisque le canton, on n'y a accès que par un seul trajet. Bon. Le gros intérêt donc de cette solution 1088, c'est que la centrale diffuse les cut-out RailComm, donc les interruptions, ce que je vous avais dit sur toutes les problématiques quand on est en rampe, etc. Mais ça reste valable. Mais ce qui est différent, c'est qu'au lieu que les informations présentes dans le cut-out soient renvoyées par le bus traction, elles sont renvoyées sur les rails, mais elles sont interceptées par le module 1808, et elles sont concaténées les unes avec les autres, c'est-à-dire toutes les informations RailComm des 8 cantons qui sont détectés par le module sont concaténées. Donc concaténées, ça veut dire qu'elles sont assemblées les unes aux autres. Ça forme un paquet, et au lieu que ce paquet soit renvoyé sur le bus traction, il est renvoyé sur le bus de rétrosignalisation au même moment que le signal de rétrosignalisation qui détecte le train dans le canton. Donc ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'effectivement, la bande passante de l'information ne vient pas monopoliser du temps d'impulsion de la traction sur le bus principal. Le deuxième avantage, c'est qu'on passe ces informations, elles sont concaténées, mises en forme avec un système de correction d'erreur. Donc si on a ce qu'on appelle un faux positif ou une détection fantôme, le module 10808 ne renvoie pas l'information tant qu'il n'est pas sûr de présence ou de non-présence. Donc au niveau du module, il y a déjà un système prédictif qui est lié à un hystérésis en fait de détection ou de non-détection. Et tout ça transite via un bus qui est un bus CAN, donc avec la technologie CAN qui est utilisée dans l'industrie, dans l'automobile, etc. C'est le bus faisceau que vous avez maintenant dans les voitures électriques et dans les voitures modernes avec des capteurs partout, etc. Et le gros avantage de ce bus CAN, c'est que là, il est en transit sur un câble RJ45 catégorie 5E, mais de préférence catégorie 6, qui a un blindage brin par binôme de brins, plus un blindage global. Donc, le risque de perturbation du bus CAN par les effecteurs électromagnétiques qu'on peut avoir sur le réseau, donc basiquement tous les moteurs d'aiguillage qui fonctionnent avec des électroaimants, tous les solénoïdes, enfin tout, en fait tout. Ça n'a aucune importance parce que le bus CAN est le protocole CAN est véhiculé par un bus RJ45 qui a une très bonne tenue et une très bonne résistance aux perturbations électromagnétiques. Voilà. Et du coup, l'inconvénient du cut-out RailComm est minoré parce que du coup, les informations, au lieu de revenir à la centrale et donc de parcourir tout le chemin vers la centrale, que la centrale acknowledge, enfin j'ai perdu ce que je voulais dire, que la centrale répondent, enfin se disent oui c'est bon, j'ai reçu de mes informations RailComm. Là, elle fait son cut-out et elle se préoccupe pas de savoir les informations qui remontent parce que de toute façon toutes les informations des réponses RailComm passent par le bus de rétrosignalisation. Et c'est en ça, c'est une des raisons qui ont fait que j'ai décidé d'arrêter en fait d'être sur Lens, parce que la centrale Lens ne permet pas ce genre d'avancée technologique. Et donc, du coup, les cut-outs sont beaucoup plus longs et il y a beaucoup plus de risques de perturbations, etc. Alors après, petite digression, on avait parlé
des problèmes DRS8, j'en suis bien conscient, voilà, voilà. Mais en tout cas, le fond du fonctionnement du câblage d'un canton, c'est ça. Et donc, du coup, la locomotive qui rentre dans le canton, là je reviens un peu dans le vif du sujet, l'information Railcom va pouvoir lui dire bah, hey, c'est la locomotive 150Z de 0,95 qui a ses états sur son décodeur, et je confirme et j'envoie au logiciel du coup que bah, c'est bien cette locomotive, et donc le logiciel n'a plus besoin de faire de l'interpolation, c'est-à-dire de prendre des cycles machines pour calculer toutes les possibilités pour savoir, et les exclure, et donc du coup perdre du temps et augmenter la latence de réaction entre les ordres qu'il donne et les ordres qu'il reçoit. Il faut savoir que un logiciel comme Train Controller ou e-Train envoie en permanence via la connexion qu'il a avec la centrale des ordres et des informations à la centrale, parce qu'il interroge en permanence la centrale. Donc si la centrale, elle est déjà en souffrance parce qu'elle doit traiter des informations qui viennent à fond la caisse et qu'elle n'a pas la puissance nécessaire de faire à la fois la réception d'informations Railcon et le post-traitement en envoi sur l'ordinateur, et ben à ce moment-là, on a un goulot d'étranglement et on a des pertes de paquets, on a des erreurs, et en termes de gestion sur un réseau un peu important, comme peut être le réseau de Wissenheim, et ben à ce moment-là, on arrive sur une limitation qui est le goulot d'étranglement de la centrale en elle-même. Alors ensuite, après, le deuxième facteur qui fait que moi, je reviendrai sur les cantons juste après, le deuxième facteur qui fait que je change la centrale, que je quitte Lens pour aller sur la Z21, c'est que la Z21 est connectée à l'ordinateur par deux possibilités, soit via son routeur et le Wi-Fi, ce qui est la pire des solutions possibles quand on veut faire de la MFAO. C'est bien quand on fait de la commande avec son smartphone, mais pas du tout pour faire de la MFAO. Pour faire de la MFAO, il faut absolument passer par une liaison RJ45. Ou à défaut l'USB. Or, l'USB a un problème. C'est que c'est un comment s'appelle, un bus qui supporte très très mal les longues distances. On peut l'utiliser sans problème pour un câble de 2 mètres, qui est en règle générale la longueur des câbles moyens fournis avec les imprimantes, avec les périphériques USB. La norme tolère 5 mètres, mais dès qu'on doit dépasser 5 mètres, on est obligé d'utiliser des amplificateurs. Et le problème des amplificateurs, c'est qu'ils viennent rajouter de la latence. Et donc, faire fonctionner un réseau où la communication entre la centrale et l'ordinateur se tape une latence supplémentaire parce qu'il y a un module d'amplification qui permet d'augmenter de 5 mètres le câble USB, bah c'est un problème. Alors qu'en RJ45, ce n'est pas du tout le problème. Là, on parle à la centrale en TCP/IP, et le TCP/IP, du coup, est simplement limité par le contrôleur RJ45 qui se trouve dans la centrale. Or, pour le volume d'informations, on peut tout à fait se contenter d'un contrôleur qui fonctionne en base 100, c'est-à-dire 100 mégabits seconde. On n'est pas obligé d'aller sur du gigabit. Le gigabit, c'est important quand on regarde des films qui sont sur un serveur via comment s'appelle, un câble RJ45. Mais du base 100, c'est très bien. Et bon, le base 10, ça serait peut-être un petit peu limité, mais les centrales à l'heure actuelle, elles sont tous avec des contrôleurs base 100. Et donc, du coup, le gros intérêt d'avoir une centrale numérique qui est connectée au réseau en Ethernet, c'est qu'on supprime totalement la latence de transmission entre l'ordinateur et la centrale. Alors, Lens a fait une connerie monumentale, c'est qu'ils ont proposé un connecteur USB, alors que sur leur module, ils proposaient un port Ethernet, et c'est totalement incompréhensible qu'ils n'aient pas proposé un port Ethernet pour leur centrale. Bon, ça c'est une réflexion, mais c'est un point qui n'est pas majeur, mais dans mon cas, ça a ajouté en fait une couche supplémentaire, un argument supplémentaire en ce qui concerne le changement de centrale. Voilà. Maintenant, je reviens sur mon canton. Le canton,
il a une fonction de régulation. Il sert à espacer les trains pour éviter qu'ils se rencontrent et qu'ils viennent se prendre un coup de tampon dans le derrière. Donc, il y a sur le réseau des zones de cantonnement qui sont en fait de la pleine voie. Normalement, on n'autorise pas dans un canton d'avoir un aiguillage qui permette d'aller sur un autre canton, sur une autre direction. Les aiguillages se trouvent toujours sur des zones entre les cantons. Pourquoi? Parce que quand on est dans une zone d'aiguillage, on n'est pas destiné à s'arrêter. Si un train s'arrête dans une zone d'aiguillage, c'est un vrai problème. Les zones d'aiguillage, que ce soit des grilles ou simplement des déviations, sont faites pour avoir un transit. Donc la vocation d'un train, quand elle rentre dans une zone d'aiguillage, un grill ou une déviation, c'est immédiatement d'en sortir pour aller dans le canton suivant. Donc, ces zones-là, en tant que telles, elles n'ont pas besoin d'avoir des profils de vitesse définis, etc. Par contre, en MFAO, on peut dire au logiciel, cet aiguillage, en position déviée, il va être traversé à une vitesse, mettons, de 60 km/h ou de 30 km/h si c'est une aiguille courte, pour éviter les déraillements. Et là, c'est quand même bien que l'ordinateur sache s'il y a quelqu'un ou pas dans la zone. Donc, du coup, c'est conseillé, toujours avec ces modules 10.808, c'est conseillé de mettre un contact de rétrosignalisation dans les zones d'aiguillage, de grille, de bifurcation, afin que l'ordinateur puisse avoir un retour, ainsi qu'une information RAILCOM, du coup, puisque c'est le gros intérêt de ce module-là, en CAN, connecté en CAN, c'est que justement, il peut renvoyer ces informations d'état et, du coup, permettre à l'ordinateur d'augmenter sa congruence de suivi. Et c'est tout l'intérêt de l'exercice. Le problème, c'est qu'effectivement, ça augmente le nombre de boîtiers 10.808 nécessaires pour câbler le réseau. Voilà. L'autre changement radical en termes de conception, c'est le concept des rings. Rocco, à la différence de Lens, ne permet pas une alimentation segmentée sur les deux rails d'un canton. Il faut absolument que le rail N, donc c'est-à-dire en fait le rail qui est au neutre, soit alimenté en permanence, quel que soit l'endroit du réseau. Donc moi, c'est vrai que sur ma topologie Lens, j'avais coupé les deux fils de rail et je faisais remonter directement aux cartes de rétrosignalisation les deux connecteurs J et K, donc P et N. Et Rocco donne cette réponse non. Vous faites un ring, c'est-à-dire un bus tournant. Un bus tournant. C'est pas un bus avec deux extrémités qui part de la centrale et qui se termine dans le vide. Non, c'est un bus tournant, donc c'est une boucle. Et sur cette boucle, vous venez connecter à intervalles réguliers sur les rails pour réalimenter votre N. Le N, pas la N, le N, donc le neutre. Et donc, là où il y a la détection se fait uniquement sur des tronçons du rail P. Et ça, c'est un changement radical de câblage, et c'est complètement différent de ce que j'avais fait. Donc, le canton physique, selon Rocco, et c'était pas tout à fait pareil, enfin en tout cas, Lens permettait aussi ça, mais préconisait à la base un canton physique coupé sur les deux fils de rail. La préconisation de Rocco, c'est de ne surtout pas faire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le ring du neutre doit réalimenter vos cantons. Et donc, les cantonnements physiques se font uniquement sur des tronçons de rail P. Voilà. Donc moi, effectivement, en ce qui concerne le câblage et la philosophie du câblage que j'avais fait à l'époque,
j'avais choisi de faire un tronçonnage canton physique sur les 2 rails, parce que d'une part, ça permettait d'augmenter la fiabilité de la réalimentation, ce qui est tout à fait vrai. Ça permettait de pouvoir faire une maintenance en cas de panne sur un canton, ce qui est tout à fait vrai. Mais le corollaire de ça, c'est que ça multipliait par 2 le câblage, puisqu'il fallait ramener au rack de détection à la fois le rail J et le rail K, c'est-à-dire la phase et le neutre. Et donc, effectivement, ça augmente d'autant le risque de perturbation sur le bus. D'autant plus que, par sécurité, j'avais fait des torsades sur le bus de puissance, et effectivement, et ça c'est une erreur de ma part, et je remercie Sébastien de me l'avoir rappelé, parce que j'y avais pas pensé, quand on fait des torsades, et qu'on fait passer de la puissance sur un fil torsadé, on crée 2 phénomènes. Un phénomène de capacitance et un phénomène de résistance. Et donc, du coup, on vient modifier très légèrement, mais quand même, la forme du signal, en fait. On peut créer des décalages. Or, le signal DCC est un signal rectangulaire. Et déjà, il y a des centrales qui vous sortent en sortie de centrale des signaux rectangulaires qui sont pas très propres. Et si en plus on vient rajouter de la résistance, de l'impédance ou de la capacitance, là, ça devient problématique. Et l'autre problème, c'est que quand on fait des torsades de câbles et qu'ensuite ces fils torsadés, on les met en faisceau, on peut avoir, et c'est ce qui s'est passé, et ça c'est totalement de ma faute, on peut avoir une contamination électromagnétique d'un câble, d'un bus torsadé à un autre. Et ça, c'est l'un des problèmes majeurs que j'avais sur le choix de câblage. Et c'est ce qui explique très certainement les réponses fantômes que j'ai pu avoir sur certains cantons, mais pas tous. Et surtout le fait que le logiciel de MFAO, Train Controller, perdait complètement la boule, parce qu'il avait des réponses intermittentes sur de la rétrosignalisation qui venait fausser ces mesures. Alors, à contrario, pour revenir sur nos histoires de cantons, parce que j'ai quand même fait une digression, quand on était en analogique, on était obligé d'avoir plusieurs sections de voies différentes au sein d'un canton, ou plutôt avoir l'un des rails qui soit coupé à plusieurs endroits pour pouvoir justement définir nos profils sur chaque canton, parce que c'était un moyen qui était le moins coûteux. Il n'y avait pas de système de rétrosignalisation. Donc soit on utilisait des contacts éphémères comme des ILS par exemple, des relais RID, et donc on était obligé de foutre des aimants sur la traverse de chaque locomotive, et donc on activait les relais, ce qui permettait de savoir à quel endroit la locomotive était. Enfin bon, je vous passe toute la technique, parce que là pour le coup c'était une vraie usine à gaz. Mais en numérique, en digital, on n'a pas un besoin vital d'avoir plus d'un détecteur par canton. Et c'est vrai qu'il y a aussi une autre chose qui est importante à prendre en compte, c'est qu'il y a une rationalité à avoir en digital qui était un petit peu différente en termes de la philosophie de ce qu'on pouvait avoir en analogique. En digital, le sens du canton est très important. C'est-à-dire que le sens du câblage, en fait, plus que le sens physique. C'est-à-dire que si vous décidez d'avoir votre neutre à gauche et votre rail de neutre à gauche et votre rail de signal à droite, vous devez toujours avoir cette configuration-là. Et donc, quand vous avez une boucle de retournement, effectivement, votre votre neutre se retrouve de l'autre côté, et donc c'est à ce moment-là que vous intercalez un module qui va faire le changement, et donc le canton qui se trouve dans la boucle de retournement est isolé physiquement
des autres cantons, et entre deux, il y a un module de retournement qui se charge automatiquement d'inverser la polarité pour éviter justement les effets que la phase se retrouve sur le neutre et le neutre se retrouve sur la phase, ce qui est le problème de la boucle de retournement. Mais par contre, on ne peut pas avoir, comme on pouvait l'avoir en analogique, un canton physique qui soit bidirectionnel, c'est-à-dire se dire j'ai des coupons de rails d'un côté, j'ai des coupons de rails de l'autre, et puis en fonction du sens de circulation du train, la zone de ralentissement est centrale, mais la zone d'arrêt devient la zone d'entrée, et la zone d'entrée devient la zone d'arrêt. C'était ce que l'on avait en analogique. En digital, on n'a pas ça. On n'a qu'un seul schéma de câblage et de découpe des rails sur physique pour pouvoir déterminer ce qu'est un canton. Et ça, c'est la subtilité, effectivement, entre les deux systèmes. Et c'est en ça où, d'un point de vue commercial, il y a un peu de vrai, c'est que ça a simplifié le câblage parce que, effectivement, vous n'avez plus besoin de 2 fils. Mais ça n'empêche que il y a quand même une topologie de câblage qui reste quand même très très complexe et qui ne simplifie, qui enlève un certain volume de câblage, mais qui n'en enlève pas totalement le câblage. Voilà, c'était ça la précision et l'objet. Donc, quand on a mis en place un système comme ça, maintenant j'en viens un petit peu plus loin sur le modèle, sur la topologie Z21. Je précise que le Z21 est commercialisé par Rocco, que les équipes qui s'occupent du Z21 ne sont pas les mêmes que ceux qui s'occupent de la fabrication des modèles réduits. Ils font partie d'une holding commune, mais ceux qui conçoivent la Z21 et la topologie Z21 conçoivent un système numérique qui va s'insérer dans de l'IMO, donc l'Internet mobile des objets. Et donc toute la logique des nouveaux produits qui sortent sous la gamme Z21, c'est de pouvoir fournir une ultra-connectivité dans l'écosystème de l'Internet mobile des objets. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais proposer. Donc, voilà un petit peu comment se conçoit en fait les cantons et la rétrosignalisation des cantons et la rétrosignalisation des zones de transit que sont les zones d'aiguillage, les zones de grille ou de bifurcation. Voilà comment, après justement en avoir bien épluché les nouvelles docs techniques, j'ai pu avoir ce genre de retour d'informations très intéressant. Voilà ce que je pense être aussi pertinent de partager avec vous, parce qu'effectivement, on n'en parle pas du tout. En fait, j'ai trouvé aucune vidéo qui parle de ça, de comment fonctionne en fait la rétrosignalisation avec l'intrication de Railcom. Il y a quasiment rien. Il doit y avoir peut-être une vidéo où vaguement un Allemand en parle, mais c'est vraiment... Et donc du coup, c'était à mon sens vachement important de pouvoir rappeler ça, et de rappeler que effectivement les protocoles CAN, le TCP/IP, donc le CAN over TCP est vachement intéressant. Je pourrais vous parler aussi des avancées technologiques mis en place par la NMRA et OpenLCB et le protocole LLC. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo pour parler des configurations avancées et des évolutions avancées avec notamment le DCC Extended, qui est un protocole encapsulé au-dessus du DCC. Mais là, sinon, je vais avoir une vidéo qui va durer 3 heures et c'est pas le but de cette vidéo. Là, je voulais vraiment vous parler des cantons et vous dire pourquoi le câblage des cantons est important et comment, dans l'écosystème Z21, était pensé et réfléchi le câblage des cantons. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un message dans l'espace commentaire, n'hésitez pas non plus à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous aide pour le référencement et ça nous fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties des vidéos sur la chaîne. Pour l'instant, je réussis à maintenir le rythme d'une vidéo par jour, donc
Je suis plutôt content de cette cadence. Je ne sais pas si je vais réussir à l'avenir à tout le temps maintenir cette cadence, mais pour l'instant j'y arrive, donc tant mieux. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension.